Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien après cette journée de 1er mai, de repos et voilà. Donc bienvenue à cette deuxième séance, sur la résilience appliquée. Hem, la première séance a permis, d'ouvrir, d'élargir, la réflexion sur le changement de regard, avoir quelques éléments de définition de la résilience et on va entrer maintenant un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que le travail sur certains facteurs, voilà. En introduction aussi, merci de bien ajouter, dans le chat vos structures, votre nom pour bien suivre, les présents. Voilà et je vous souhaite une bonne séance pour aujourd'hui et la parole est à Alda. Merci. Merci, bonjour à tous et merci encore pour votre, fidélité, comme je l'avais dit dans le groupe et votre, le fait d'être ponctuel également. Merci. Donc, pour, commencer, en attendant que je pense que pratiquement tout le monde est là quand même, en attendant que les autres n'arrivent. On va faire un petit résumé rapide de ce qui a été fait parce que ça fait quand même, on est dans la deuxième semaine. C'est bien de rappeler un peu ce qui a été fait, avant, juste quelques lignes. Donc, la semaine surpassée, c'était ça. On a travaillé le 18 avril, donc on a un peu fait le résumé, on a un peu travaillé sur la résilience. D'abord, on a commencé sur, le fait que la résilience soit un mot polysémique qui a été employé, donc il y a plusieurs sens, employé dans beaucoup de domaines et au début ça a été employé dans la métallurgie et qui est, beaucoup plus dans tout ce qui est physique. Mais ce mot a énormément évolué et ça nous a amené vers diverses approches étudiées par différents chercheurs qui ont essayé d'expliquer ce que c'est que la résilience. On a eu donc l'approche basée sur l'adaptation et la vulnérabilité qui avait comme focus l'individu, donc l'enfant, parce que la plupart des chercheurs quand même ont travaillé avec l'enfant. On a eu l'approche basée sur la capacité qui a comme focus également l'individu. Ensuite, il y a eu la résilience comme processus. On arrive à l'étape de processus, donc d'une interaction avec l'environnement. Ensuite, il y a eu des concepts sur des modèles par différents chercheurs également. Il y a eu donc qui ont promu des modèles de résilience et donc et se sont basés beaucoup plus sur l'individu et l'environnement. Donc du processus, on est arrivé dans un processus beaucoup plus complexe et finalement vers 2000, 2010, les années 2010 et cetera, à nos jours, on est arrivé à la résilience nouvelle frontière et cette résilience nous ouvre les portes vers tout ce qui est beaucoup plus scientifique et on a fait intervenir tout ce qui est neurobiologie, neurophysiologie et tout ça. Donc c'est comme ça que la résilience prend de l'avance, évolue et encore aujourd'hui, il y a les recherches continuent. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, on a finalement défini la résilience comme un processus qui commence donc par un changement de regard et une construction de relations d'aide et de confiance avec l'enfant. Donc, nous, en tant que travailleurs, nous devons changer de regard et essayer de construire une relation. Et on avait eu l'exemple d'une fille qui a été victime d'abus, qui a dit que tout a commencé lorsqu'elle a été écoutée, lorsqu'elle a été en contact avec une dame qui l'a écoutée. Donc, un processus qui peut être activé donc, par l'individu lui-même. Donc, nous-mêmes, nous sommes acteurs de la résilience et qui peut être également stimulé par des travailleurs sociaux, par des facilitateurs, par des tuteurs, par des membres d'une communauté ou bien par juste peut-être une image, etc. Donc, et nous avons conclu, nous avons fini avec la définition de la résilience. Donc, la résilience, une définition que nous avons prise dans le manuel du lycée sur l'inspiration à l'action. La résilience est donc la capacité d'un individu ou d'un groupe à bien se développer en présence de très grandes difficultés. Donc, en gros, résumer ce que nous avons fait le jour passé, le 18 avril. Donc, pour continuer aujourd'hui, avant d'aller
avant de commencer ou bien d'aller dans tout ce qui est facteurs et autres qui constituent le thème d'aujourd'hui, nous allons d'abord parler de l'interaction qui est entre la personne et son environnement, puisque la résilience est ainsi définie et c'est un processus qui demande une interaction donc entre l'environnement et la personne. Donc, on va prendre l'histoire du singe et on va essayer de réfléchir dessus par rapport à cette histoire. Je vais lire. Le singe a vu le poisson nager. Il ne savait pas que le poisson aimait l'eau. Il sympathisa avec le poisson et le sortit de l'eau, croyant qu'il allait se noyer. En sortant de l'eau, le poisson est mort. Le singe pleura en disant qu'il ne faisait que l'aider. Voilà un peu l'histoire du singe que je viens de lire. Donc, je vous laisse réfléchir un peu sur cette histoire et que vous me donniez ce que vous pensez par rapport à cette histoire. Et s'il y a un exemple d'un cas par rapport à cette histoire, s'il peut y avoir un exemple, ce serait bien. Donc voilà, la parole est à vous dans quelques secondes, disons dans 1 minute, voilà, 60 secondes, 60 secondes, voilà. Donc la parole est à qui veut bien intervenir, il n'y a pas de... Il suffit de lever la main qu'on puisse voir. Jocelyn? Oui, bonjour encore à tous. Bonjour Jocelyn. L'histoire du singe me touche si fort et je crois que cette histoire a plusieurs leçons. L'histoire du singe et de l'eau. Et si l'on veut revenir un peu sur l'humanité dans lequel je suis, je répondrai par un exemple que j'ai vécu dans les camps de réfugiés au nord du Cameroun. Pardon, oui, à l'est du Cameroun, c'est mieux de le dire ainsi. Donc, il y avait les réfugiés centrafricains qui étaient arrivés et nous les accueillions avec un programme du PAM. On a voulu leur donner à manger et on leur procurait des spaghettis, des pâtes et pour la plupart, ils n'en ont pas consommé parce que n'étant pas dans leur habitude alimentaire et pour d'autres, ils l'assimilaient à des piquets. Pire encore, il y en a qui ont rassemblé les tiges. C'était des longues tiges qui en ont rassemblé et ont attaché pour balayer la cour ou le sol. Ça me fait voir un peu que pour mieux aider, on devrait lire beaucoup de paramètres de la personne, tenir compte, je dirais, de plusieurs paramètres, que soit culturel, le passé même de la communauté ou de la personne. Cela aiderait, entre autres, je vais laisser la parole aux autres, cela aiderait à mieux cibler quelle aide apporter, ou alors, si on n'a pas cette chose, pouvoir progressivement l'aider à comprendre ou à adopter la nouvelle résolution ou solution que nous lui proposons. Over. Merci Jocelyn pour l'intervention. Il y avait deux autres mains levées qui sont parties là. Qui voulait Le bon? Le bon? Ouais, bonjour à tous. Bonjour le bon. Peut-être pour compléter ce que Ghislain vient de dire, je pense que nous devons impliquer nos bénéficiaires dans la recherche des solutions à leurs problèmes. C'est pas à dire que nous devons chaque fois venir avec des actions là bien conçues et les soumettre. Il faut qu'on puisse chaque fois les consulter et savoir leurs besoins. Il n'y a pas beaucoup de temps que dans les camps de déplacés, il y a un ami qui nous a demandé notre appui afin que nous puissions l'accompagner. Et il est allé avec des habits pour les femmes qui étaient en besoin. Et après, les femmes lui ont dit, bon, vous nous donnez des habits, mais nous allons les vendre parce que ce n'est pas ça notre priorité. Il fallait nous amener d'autres choses ou il fallait nous consulter avant de nous amener ces habits. Et je pense que c'est ça notre contribution.
Merci beaucoup, le bon. Une dernière contribution, une dernière intervention. Oui, allô? Il y a une main levée, mais je ne vois pas c'est qui. Victor. Victor. Oui, merci. Je suis Victor Materagne, assistant au projet au sein de la fraternité Cœur sans frontières en République démocratique du Congo. Alors, ma contribution par rapport à la petite histoire du singe, c'est que quand j'ai lu l'histoire, une réflexion me vient en tête. On doit vraiment tenir compte des besoins des populations à assister ou bien des bénéficiaires, ce qui nous permettra d'apporter une solution taillée sur mesure par rapport aux problèmes rencontrés. Et que si la personne pour laquelle on est en train d'apporter solution ne se sent pas impliquée dans le processus du début à la fin, c'est-à-dire on sera en train de tourner à rond et la réponse qu'on estime lui apporter à son problème n'aura pas d'impact favorable et ça ne pourra rien l'aider. Et donc, dans le processus de la résilience, il s'y est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes en vue de trouver une solution adaptée aux problèmes ressentis, réellement ressentis par les populations, par les personnes à assister. Voilà, merci, voilà ma réflexion. Merci beaucoup à tout le monde pour ces différentes réflexions qui, je pense ont leur place et qui résument bien l'histoire du singe et la participation de tout un chacun. Je pourrais peut-être même m'arrêter ici, hein, parce que je pense que vous avez déjà tout compris, mais néanmoins, on va y aller avec la conclusion. C'est bizarre, ça passe pas. J'ai la main toujours? Ok, c'est bon. Le singe pensait faire du bien au poisson alors qu'il ne connaissait pas l'environnement et le besoin de ce dernier. Son seul souci était de faire sortir le poisson de ce qu'il pensait mal. Je pense que tout le monde, toutes les interventions l'ont bien expliqué. Et en tant que tuteur, facilitateur, on peut faire du bien, on peut ne rien faire du tout, ou on peut faire du mal. C'est ces trois. Et je pense que l'histoire du poisson et du singe doit nous amener tous à une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Comment nous nous organisons? Comment nous l'avons fait? Rien n'est parfait, bien sûr, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui et comment ça se passe? Est-ce qu'on est en train de faire du bien? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait mal ou est-ce qu'on ne fait rien du tout? Ça, c'est des questions sur lesquelles nous devons revenir en tant qu'institution. En accueillant un enfant, notre objectif est de faire du bien. Et pour cela, il est important de connaître son environnement et ses besoins. Et donc, pour connaître cet environnement de l'enfant, pour connaître ses besoins, il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait cette relation d'aide, il faut qu'il y ait ce changement de regard aussi qui nous permette d'accepter l'enfant tel qu'il est et d'avancer avec cet enfant tout en essayant avec lui de trouver des solutions. Avec lui, sans pas en dehors de lui. Et dans son environnement, il est important de découvrir aussi ce qui se trouve dans son environnement, pourquoi cette attitude de l'enfant, pourquoi ces comportements et comment trouver une solution à tout ça. Donc, ça nous amène donc à parler toujours de l'interaction. Donc, on prend en compte la personne et son environnement, comme je viens de le dire, et c'est une approche psychosociale, mais individualisée. La résilience est une approche psychosociale parce qu'il y a l'individu et il y a la société. Il y a l'individu et il y a son environnement. C'est un processus, comme on l'avait dit depuis le début, où il y a une intervention entre donc des facteurs inhérents à la personne et à son environnement. Il y a des éléments qui sont en cette personne. Ces éléments se sont construits au fur et à mesure et au fil du temps. Il y a des choses au niveau de la famille, etc., qui ont permis à cet être qui est là devant nous, à cet individu, à cet enfant, d'avoir des choses. Et c'est tout ça nous appelons facteurs qui est en lui. Et ces facteurs ne sont pas absolus et peuvent changer à tout moment de la vie.
tout ça, je donne l'exemple, peut-être pour ceux qui ont fait la psychologie, on parle de stimuli. Quand l'être est en contact d'un stimulus, ça peut entraîner, ça a des effets sur lui. On dit cause à effet. Donc, ça a des effets sur lui et qui font qu'il a certains comportements. Donc, voilà, c'est aussi ça l'interaction. C'est tout ça là qui nous touche, c'est tout ce qui touche l'enfant, tout ce qu'il y a autour de lui, et c'est ça qui entraîne une interaction entre donc l'individu et l'environnement. Donc, on parle de facteurs individuels. Il y a les facteurs familiaux et communautaires qui se retrouvent dans l'environnement. Donc, voilà un peu ce que c'est quand on parle d'interaction. Et je répète encore, c'est un processus. La résilience est un processus. La résilience, donc, invite à mettre en action toutes les ressources de la personne en faveur d'un changement qui permet de donner du sens à la douleur qu'il ne s'agit pas de nier. Comme on l'a dit, on tient compte et des blessures et des forces. Donc, on ne peut pas nier cette blessure-là. On sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a un mal. On sait qu'il y a un problème. Mais il faut qu'on aille au-delà de ce problème-là. Donc, la résilience ne vise pas à éliminer les problèmes, la vulnérabilité ou les risques. Elle se concentre sur le renforcement des ressources qui existent déjà chez la personne et dans son environnement. On appelle ça les facteurs de protection. Les facteurs de protection. Donc, c'est ça. La résilience renforce ces facteurs-là pour renverser la situation. Ce n'est pas parce que la situation n'est pas là. La situation est là, mais nous devons renforcer ces facteurs de protection, ces facteurs qui sont des éléments qui sont bien, qui pourront aider l'enfant, qui pourraient aider l'individu que nous avons en face de nous à surmonter, ou le groupe de personnes que nous avons en face de nous. Et chaque personne étant différente, les processus de résilience sont différents. C'est pas ce que je fais à Joséphine que je ferai à Jules ou à Marie et autres. Le travail social doit donc s'adapter à chaque bénéficiaire. Ça nous ramène toujours à l'individualité, à l'individualisation de cette approche. Elle est certes en groupe, mais elle est très individuelle. C'est une approche très individuelle. Même s'il y a des activités qui vont se faire en groupe, on revient toujours sur l'être qui est là, qui est en face de nous, sur l'enfant. Donc, on avait donné des exercices la dernière fois sur la participation. Peut-être qu'on s'est demandé pourquoi cet exercice-là. Voilà. Si on ne participe pas, si nous voulons mettre la résilience en œuvre, il faut la participation de tout un chacun. On va essayer, je vais essayer de voir si je peux partager quelques exercices sur la participation. Voilà. Là, je crois que c'est ICMC qui avait fait cela. Et j'ai trouvé qu'ils ont quand même des niveaux de participation assez élevés. Ils ont mis 6 pour les enfants avec des focus group. Et ils ont dit que les enfants aussi, ils sont impliqués dans l'évaluation des 10 projets. Si les enfants sont impliqués bien, avant et après, s'ils sont impliqués très bien, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé au fait leur approche très bien pour la participation. Maintenant, au niveau du groupe aussi également, ils ont mis 7. Les familles, les comités de protection et les leaders communautaires ont été consultés via des séances de focus group. Je suppose que
tous ces groupes et ces familles ont vraiment participé à l'élaboration du projet par ces focus group qu'ils ont fait. Ils ont recueilli des éléments pour pouvoir faire le projet et les impliquer même dans la réalisation du projet. Les parties prenantes également ont participé. Et le personnel également participe. D'ailleurs, ils sont le centre de l'action qu'ils ont à mener. Donc, ici, pour cet exercice-là, pour ICMC, je n'ai pas eu beaucoup de remarques à faire. Donc, mais par contre, dans d'autres, j'espère que je vais retrouver. Chez d'autres, il y a eu d'autres, je vais essayer de repartager. C'est ICM. Voilà, attendez, je vais voir ici. Partager l'écran. Voilà. C'est toujours ICM? Non, attends, je vais voir. Bon, par contre, chez d'autres, il y a eu un problème les enfants n'ont pas beaucoup participé. Les enfants n'ont pas beaucoup participé. Et les parties prenantes, plus ou moins. Et également, je vois si c'est toujours ICM que j'ai envoyé. C'est toujours ICM. Bon. OK. Beaucoup plus compliqué pour moi de revenir sur le partage d'écran. Parce que quand je faisais, au fait, j'explique, quand je faisais les remarques, je n'ai pas enregistré. Donc, ça m'a causé un problème tout à l'heure. Je l'ai expliqué et je m'en excuse. Mais en gros, ce qu'il y a eu, c'est que certains n'ont pas du tout fait participer les enfants. D'autres ont fait participer les parties prenantes, plus ou moins également. Mais le gros travail, c'était au niveau la grosse participation, c'est toujours le personnel, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Mais pour qu'il y ait aussi une résilience, il faut la participation de tout le monde. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Alors, pourquoi l'intérêt de la participation des différents types de personnes? Sur le plan résilience, pour qu'il y ait une interaction, il faut une participation des différentes parties. Il faut savoir comment ces parties s'interagissent pour un changement. Quand on prend l'enfant, l'enfant est un acteur principal, un protagoniste de sa vie. L'enfant a un contrôle sur sa vie. L'enfant peut prendre des décisions, même si elle est très petite. On doit amener l'enfant à prendre des décisions. Je donne des exemples, par exemple, des règlements. Dans un centre, pour un règlement intérieur, on peut faire participer un enfant. Pour la mise en œuvre des activités, on peut faire participer les enfants. Voilà, c'est-à-dire avant, il faut leur expliquer, il faut qu'ils peuvent donner leur point de vue par rapport à ça. Donc, ils contribuent également au projet. On leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, la participation, elle est importante. La participation des enfants, on reviendra dessus un peu plus dans les autres jours à venir. Quand on prend la famille, le groupe, nous savons que la famille, les groupes sociaux, etc., c'est le lieu de vie de l'enfant. Donc, c'est son environnement. On a dit que la résilience, c'est l'enfant et l'environnement. C'est son environnement. Si on ne fait pas participer la famille, pour mieux comprendre, pour mieux connaître ce qui se passe au sein de cette société, on aura des difficultés après pour la mise en œuvre de la résilience. On doit comprendre les valeurs, la vision et la spiritualité de ce groupe avec lequel nous sommes en train de travailler. On sait que la famille et le groupe social, ce sont les relations. Quelles sont les relations de l'enfant? Quelle est la relation entre les membres de la famille? Les responsabilités des parents. Comment est-ce qu'on connaît ça? Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et les familles également contribuent au projet. C'est eux qui nous aident aussi à construire le projet. Quand on prend les parties prenantes impactent beaucoup nos projets. Ils peuvent impacter comme ils peuvent ne pas impacter à l'exécution du projet et aux résultats. Donc, il faut créer des liens avec eux. Il faut communiquer, il faut concerter, collaborer avec les services étatiques et non étatiques
pour mieux comprendre. Maintenant, en ce qui concerne le personnel, une bonne équipe multidisciplinaire et un bon accompagnement, c'est nécessaire pour qu'il y ait une interaction, pour qu'il y ait résilience. Il faut renouer et reconstruire les liens. C'est ça aussi le rôle du personnel. Et le personnel est au centre de toute activité. Donc, leur participation, ça, je pense que tout le monde l'a noté. Quand j'ai relu, tout le monde, quand même, au niveau du personnel, a mis la participation. Elle est très élevée, la participation du personnel. Et elle est importante aussi. C'est ce personnel qui constitue un peu le facilitateur également, le tuteur pour la résilience. C'est eux qui stimulent. On avait dit que la résilience est un processus qui peut être stimulé. C'est un processus également qui peut être activé par l'individu lui-même également. Donc, c'est pour ça que on a voulu faire cet exercice de participation. Alors, la participation de tout un chacun contribue donc au processus de résilience. On peut faire participer quelqu'un de différentes manières. C'est ce que j'ai regardé également, observé dans les différents exercices. On informe, on peut informer, on peut écouter, on peut impliquer. C'est ces slides que je viens dont je suis en train de parler, je les ai faits après avoir lu tous les différents exercices qu'on a eu à donner. Donc, en gros, c'est un résumé de tout ce que j'ai pu observer. Donc, on peut informer, on peut écouter, on peut impliquer. On peut informer, donc on peut donner juste des informations. C'est une manière de faire participer. On peut juste écouter la personne ou bien être écouté. Nous-mêmes, ça dit que c'est nous qui donnons l'information, donc la personne nous écoute. Ou bien les personnes nous disent des choses et puis on écoute et on note ce point. Maintenant, on peut impliquer. Impliquer demande alors à mener des actions plus approfondies avec ces personnes-là. Et donc, je fais toujours le lien un peu avec le projet parce qu'on a eu un cours précédent sur les cycles de projet. Et ça nous aiderait beaucoup dans la conception de nos projets plus tard. Donc, tenir compte de la participation de tout chacun avant, pendant et après le projet. C'est important. C'est très important. Donc, voilà. Et ça nous amène à revoir ce qu'on a pu faire, le cadre logique et tout ce qu'on a pu faire la dernière fois par rapport au projet et tout ce que M. Nicolo nous avait dit par rapport à ça. Pour ceux qui ont suivi, bien sûr. Donc, en gros, c'était ça l'exercice de la participation. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux par rapport à ça et avant qu'on aille sur le précédent. Allô, on est là? On m'entend? Il y a des questions? Oui, on écoute. Je n'ai pas été trop rapide, j'espère. Allô, ça va? On peut continuer? On peut avancer. Merci. Oui, on peut continuer. L'exercice suivant, c'est de l'exercice sur les problèmes. Alors, ma question, c'est comment avez-vous trouvé l'atelier, cet atelier spécifiquement, où on devait parler de 50% de problèmes et 50% de points forts. Est-ce que ça a été facile ou difficile? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Comment est-ce que, voilà, est-ce que je peux avoir 2 ou 3 réponses par rapport à ça? Comment vous l'avez ressenti? Comment est-ce que vous l'avez fait? En le faisant, comment ça a été pour vous? Oui, Jocelyn? En fait, je vais m'essayer en le faisant. Pardon. Nous avions, gère autant pour moi, regarder les différentes faiblesses sur la mise en œuvre des projets par rapport aux bénéficiaires, bien sûr.
Et il y avait des aspects tels que, par exemple, le manque de nourriture, qui est vraiment dans les situations d'urgence, c'est souvent un problème criard que nous avons vécu déjà. Et puis, j'ai essayé de recenser. Puis, j'ai trouvé, de l'autre côté, au niveau des forces, j'ai plutôt pensé aux palliatifs. Qu'ont fait ces bénéficiaires ou ces populations pour surmonter cette difficulté qui se présentait. Ainsi, j'ai donc proposé d'un côté les problèmes ou les difficultés et de l'autre côté les palliatifs et à ces difficultés telles que vécues dans la pratique lors de mon travail en tant qu'humanitaire. Je ne sais pas si entrer dans les détails serait bien, mais c'est ce que je voulais partager. Merci. Une autre intervention? Je vais revenir pour conclure tout ça, mais je veux une autre intervention. Oui, il y a une main levée. Oui, c'est Cold. Cold, oui. Oui. Par rapport au tableau, au partant de notre compréhension, par rapport aux difficultés, c'est-à-dire, on a essayé donc d'énumérer certaines difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés lorsque nous sommes dans les processus d'accompagnement de l'approche résilience avec les enfants. Et de l'autre côté, comme point fort, comment est-ce que nous nous sommes juste comportés pour faire face aux difficultés par rapport aux bénéficiaires. Ça, c'est juste un exemple. Oui. D'accord. Une autre intervention, s'il y en a? Comment vous avez ressenti cela, le travail, quand vous étiez en train de faire? Ça a été facile pour vous de retrouver les problèmes? Ça a été facile de retrouver un lien, c'est-à-dire il devait avoir quand même un lien entre le problème et les points forts. Et également, on a dit 50-50, c'est-à-dire que il ne faut pas que je développe des problèmes et que je ne trouve pas du tout des points forts pour les points forts. Il faut quand même que j'en trouve. Oui, Katambayi, c'est ça? Katambayi, c'est bon? J'ai bien prononcé, j'espère. Joseph. Voilà, Joseph. Alors, c'est mieux. Vous avez la parole. Ah, le son n'est pas très bon. Raison pour ça. Ça va? On entend très mal, ça grésille trop. On ne comprend pas du tout. Peut-être couper la vidéo et seulement le son? Pardon, je suis toussée là, excusez-moi. Je vais couper mon micro. Oh là là, c'est dommage. Vous pouvez autrement écrire dans le chat votre commentaire. Voilà. Ok, ça va. Je vais que... Il y a Cold à nouveau? Il y a Amanda aussi. Oui. Amanda vient de rentrer au fait. Cold, oui. Oui, juste pour ajouter par rapport à la préoccupation, à notre niveau, je trouve que l'exercice était facile parce que ça dépendrait donc de l'expérience de notre travail, tout ce qu'on faisait. Donc, on soutirait donc des informations partant de notre pratique, des actions que nous faisons avec les enfants. C'était juste ça. En tout cas, ça ne posait pas beaucoup de difficultés parce qu'on partait de la réalité de ce qu'on faisait avec les enfants. Ok, merci beaucoup. Donc, apparemment, vous n'avez pas trouvé de difficultés en général pour cet exercice. Mais ce que j'ai remarqué par rapport à ces exercices, c'est que la plupart
ont eu du mal à expliciter réellement les problèmes. Ont eu du mal à vraiment expliciter les problèmes. Donc, du coup, alors pour trouver des solutions, ça a été un peu aussi difficile. Ou des fois, c'était juste des solutions. Je prends l'exemple là qui est déjà que j'ai partagé. Là, par exemple, il y a eu des problèmes, insuffisance de manque de nourriture, etc. Mais au niveau des points forts, c'est que c'était déjà les solutions aux problèmes, aux difficultés. Mais quelles sont les forces qui ont permis ces solutions? Qu'est-ce qui a permis d'avoir ces résultats au niveau des bénéficiaires? Au niveau des bénéficiaires, il y avait Jocelyn qui avait dit qu'ils ont fait les palliatifs, qu'ils ont trouvé des palliatifs. C'est vrai. Mais ces palliatifs-là, ces éléments qui ont permis de surmonter les difficultés sont venus d'où? C'est vrai que c'est un point. Les solutions montrent qu'il y a eu quelque chose, malgré les difficultés. Mais c'est venu d'où? Quel a été l'élément quel a été le point euh, de cette population ou bien de ces bénéficiaires? Il y a aussi il y a aussi également, là, on a mis changer ses habitudes alimentaires. D'accord, il y a eu changer ses habitudes alimentaires. Ça a été un problème. Comment? C'est-à-dire que ce n'était pas clair. En gros, pratiquement sur tous les exercices, c'est ce qu'on remarque. Les problèmes ne sont pas bien clairs et comment dire, les points forts également ne sont pas très bien définis. Il y a des problèmes sur lesquels on peut également agir et il y a des problèmes sur lesquels on ne peut pas agir. Là, quand on parle de l'insécurité dans certaines zones, est-ce qu'on est capable d'agir, nous, en tant qu'association, d'agir sur ces problèmes-là? Bon, il faut peut-être bien expliquer c'est quoi cette insécurité pour qu'on puisse savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et comment est-ce qu'on peut agir dessus. Ici, par exemple, quand je prends l'utilisation des volontaires communautaires, j'ai trouvé que c'était un point fort. Le point fort ici a été, par rapport à l'organisation ici, a été clair. Le point fort ici de l'organisation, c'est qu'ils ont des volontaires communautaires qui sont présents dans des communautés où ils n'ont pas accès. Voilà. Là, c'était un point fort. C'était vraiment clair au niveau de ce tableau-là. Voilà. Et je l'ai noté pour vous montrer que c'était vraiment très clair. Quand on lit, on voit, j'ai vu automatiquement le point fort de l'organisation ici, c'est ces communautés-là. C'est ces volontaires-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Alors, oui, il y Marie-Laure? a des commentaires sur le chat pour Anne à Kinshasa, grandissons ensemble. Nous avons trouvé que les deux, force et faiblesse, s'entrechoquent. Parfois, une force peut entraîner une difficulté ou compenser une faiblesse d'un autre côté. Mais il n'a pas été très aisé de répondre à cet exercice. Et Joseph dit: l'exercice était facile car nous étions dans notre travail de chaque jour. Quant aux difficultés, nous avions tenu compte de nos atouts dans l'accompagnement des enfants pour les contourner. Et je crois qu'il y avait Joséphine qui levait la main tout à l'heure en cours quand tu parlais. D'accord, Joséphine. On lui donne Alors, la parole. bonjour Alda. Bonjour, Joséphine. Ok, alors moi, je me suis essayée à l'exercice. Désolée, Oui. je n'ai pas pu vous prendre en marche. Je viens juste de me libérer un peu. J'ai essayé d'adapter l'exercice à notre activité. Nous sommes dans la migration. C'est l'apostolat de la pastorale des migrants, apostolat de la mère et des personnes en déplacement. Alors, on a plus affaire aux migrants, mais derrière les migrants, il y a aussi des enfants, des veuves, des marins, etc. Donc, j'ai essayé plus ou moins d'adapter l'exercice à notre activité quotidienne. C'était ce que je voulais dire. Merci, Joséphine. J'ai quand même lu votre, je ne sais pas si c'est ça, c'est ça, je crois. Oui.
Oui, j'ai lu, j'ai apporté des éléments aussi. Et D'accord. donc, problème pas explicite. On peut être, parce que là, on a parlé, si, je crois bien que c'est bien ça. Oui, Joséphine, c'est bien ça. J'ai lu et j'ai mis également, c'est pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes remarques un peu partout. Le problème n'est pas D'accord. explicite. Là, on a D'accord. mis les cas des familles, hommes, femmes et enfants déplacés par rapport à la crise sociale due à l'arrivée des Oui. djihadistes au Burkina. OK, d'accord. Oui. On sait qu'il y a eu des déplacés, mais c'est quoi le réel problème pour ces déplacés? Il y a des veuves, des orphelins, d'accord. Mais c'est quoi Mm. le réel problème par rapport à ces veuves? Parce que quand on me dit veuve, tout simplement, c'est la situation, en fait. C'est une situation. Les problèmes de subsistance, parce qu'ils ont tout quitté, ils n'ont plus rien pour vivre. Voilà. Donc, ils doivent, voilà, c'est surtout ça le problème. Voilà. Mais là, c'est pas mentionné du tout. Ah, Quand ok, je vois veuve, c'est pas mentionné du tout. Je d'accord. ne vois pas quelles sont les difficultés parce que on peut être une veuve et ne pas avoir des problèmes. Oui, c'est vrai, c'est On peut être vrai, orphelin et ne pas avoir de problème. c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Voilà. Là, On peut vivre. je comprends bien. Donc, je Voilà. vais corriger. Oui, j'ai bien Voilà. compris. Donc, c'est En fait, surtout ça. C'est surtout ça, des gens qui viennent des villages du Burkina, qui sont pour la plupart des paysans et qui, par la situation des djihadistes, se retrouvent en Côte d'Ivoire et qui n'ont rien du tout. Il faut leur apporter de l'aide, des vêtements, de la nourriture. Et plus tard, il faut faire des AGR pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge. Voilà, c'est un peu ça la Si je, situation là-bas. si je peux peut-être préciser, la résilience va vraiment travailler plus sur des voilà. traumatismes, des souffrances. Donc c'est pour ça que quand il y a un déplacement, ça peut être moi quand je vois déplacer, je vais penser à la souffrance de quitter son village, de tout Ah laisser sur oui, ah place, oui, de laisser bien les sûr. amis, de laisser. Donc là, la résilience va pouvoir travailler sur ça. La résilience va pas être miraculeuse sur les frais de la subsistance parce que là, il faut des moyens. Alors après, la résilience va aider à avoir des Mm, forces pour trouver les moyens, c'est ça. mais faut pas oublier, faut pas se dire que la résilience va résoudre ces problèmes de subsistance et D'accord, des besoins primaires. d'accord, Ça va, d'accord. mais une fois qu'on sera un peu plus à l'aise dans sa tête, on aura plus la force pour aller trouver un petit emploi ou pour trouver pour trouver d'autres forces. Mais là, C'est ça, face à une difficulté, il faut déjà un peu se remettre bien dans son mental pour pouvoir après répondre à d'autres besoins matériels. tout à fait, tout à fait. C'est ça. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, en gros, c'est un peu tout ça. Au fait, comme Marie-Laure vient de le dire, la résilience ne va pas donner de l'argent ou, je sais pas, voilà. Il y aura toujours peut-être ces problèmes, mais ça va aider. Et c'est pour ça que la participation de tout un chacun est importante. Peut-être que pour d'autres, sur le plan financier, peut-être que il y a les parties prenantes qui interviendront. Il y aura même au niveau de la communauté des gens qui interviendront, etc., pour apporter peut-être des vivres. Il y aura toujours un moyen. Maintenant, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Mais comme je l'ai dit, au niveau des difficultés ou des problèmes, ça n'a pas été très, très clair, pratiquement sur tous les documents que j'ai eus. Et donc, c'est ce qui m'a amené à donner certaines conclusions ou à revoir un peu pour donner beaucoup plus d'explications. Donc, on parlait de 50-50. On a dit 50%, enfin, 50 problèmes, 50 engrais, ça dit moitié-moitié. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais c'est l'idéal. Au fait, quand on dit ça, c'est pour vous dire que à chaque problème, on peut quand même essayer de trouver une solution. On peut essayer de trouver des facteurs, on peut essayer de trouver des ressources, des points forts pour arriver à trouver des solutions. Donc, la mise en œuvre de la résilience exige l'analyse des forces et des faiblesses. Pour analyser les deux. C'est vrai que la première des choses qu'on analyse, c'est les faiblesses. C'est les faiblesses parce que c'est ce qui nous amène à aller vers la personne. C'est ce traumatisme que l'enfant a, c'est cette blessure que l'enfant a qui constitue le premier point sur lequel nous travaillons, c'est ce que nous voyons.
Mais en même temps, comme on dit que c'est un dépassement des difficultés, il faut bien qu'il y ait des forces quelque part. Et c'est cette force-là qu'il faut valoriser. Donc, bien définir les problèmes, c'est important. Tout à l'heure, avec juste l'exercice des migrants qu'on vient de faire, si je disais, il y a des situations, et ce n'est pas forcément un problème, c'est un problème, on le prend parce que c'est un risque, voilà. On peut dire que c'est un risque, mais cela ne peut ne pas être un problème, voilà. Donc, il faut bien les définir. Il faut trouver les causes profondes, voilà, et aider à trouver des éléments qui permettront alors de les solutionner. Il peut arriver qu'on découvre 2 ou 3 forces pour un problème. Ça peut arriver. Et l'inverse aussi. Il peut arriver que pour une seule force peut permettre de solutionner plusieurs problèmes. Voilà. Les points forts sont les forces, les facteurs de protection qui rendent toute action possible et annulent les problèmes. Aujourd'hui, nous devons valoriser ces points forts-là. On est en face de certains des bénéficiaires qui ont des capacités, qui ont des ressources qui leur permettent de s'en sortir. On doit agir sur ça. Donc, si je prends maintenant, ça c'est par rapport à la résilience, si je prends maintenant en lien avec le projet, cet exercice vous permet de réfléchir également sur le contexte du projet que vous allez peut-être rédiger plus tard. Il vous prépare aussi à reconnaître les forces et les faiblesses de l'organisation pour un changement de regard. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce que nous faisons avant? Qu'est-ce qu'il faut changer? Voilà, au sein de l'organisation. Il faut découvrir les potentialités de l'organisation et les potentialités des bénéficiaires pour savoir comment orienter votre projet. C'est un exercice comme ça, mais on le met en lien avec la résilience, je le mets également en lien avec le projet que vous allez rédiger. Certains problèmes peuvent être considérés comme des risques sur lesquels on ne peut pas agir. J'ai donné l'exemple tout à l'heure c'est Jocelyn qui m'a donné l'exemple d'insécurité, etc. Un problème. Je ne sais pas exactement, ce n'était pas très clair, mais on peut ne pas agir dessus parce que ça peut dépasser. Mais on doit aller au-delà. Quand on donne des exemples comme par exemple des problèmes comme la pauvreté, qui aujourd'hui peut agir réellement sur la pauvreté? Nos projets que nous avons, nos organisations, peuvent-ils réellement agir sur la pauvreté? Voilà, ça, c'est des contextes, c'est des éléments qui va vous permettre d'écrire vos projets et de savoir orienter, de trouver des stratégies. Donc, je le marge, donc je dis en lien avec le cours précédent. Pour toutes les personnes qui ont suivi ce cours-là sur le cycle de projet, il faut penser à l'arbre au problème. L'arbre à problème nous a permis de découvrir un peu les problèmes que l'on rencontre dans l'environnement ou dans la société, etc. et de savoir comment faire le contexte. Voilà. Donc, c'est un exercice qui nous amène à bien réfléchir sur tout ce plan-là. Et donc, c'est un exercice qui nous amène à parler également de facteurs de risque et de facteurs de protection. Des facteurs de risque et des facteurs de protection. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux facteurs. Quand on parlait des problèmes, les problèmes sont les facteurs de risque. Ce sont des situations, ce sont des conditions, ce sont des événements, ce sont également comment dire, oui, des situations, des éléments de risque également qui peut-être peut entraîner quelque chose de négatif sur l'enfant ou sur la communauté ou sur le groupe avec lequel nous travaillons. Donc, le facteur de risque est défini comme tout événement, condition ou expérience augmentant la probabilité d'un résultat négatif futur pour un enfant. Augmentant la probabilité. Ça peut. Parce que n'oublions pas que j'ai dit que c'est l'individu même qui est là a quelque chose en lui qui lui permet soit de s'adapter, soit de s'en sortir autrement, etc. Si je le fais si on met A dans une situation
compte tenu de ce qu'il a comme facteur inhérent à lui, il peut s'en sortir. Et si on met B, B peut ne pas s'en sortir. Voilà, il faut tenir compte de ça. Et ce sont des situations qui bloqueraient le processus de résilience. Qui bloqueraient le processus de résilience. Nous avons les facteurs de protection. Donc, ces facteurs sont définis comme une caractéristique de l'enfant, de la famille, de l'environnement en général, réduisant l'effet négatif de l'adversité sur l'enfant. Donc, avec le travail que nous avons fait, on a des populations, on a travaillé avec des gens, on a travaillé des bénéficiaires qui, malgré les difficultés, s'en sont sortis. Il y a d'autres qui ont dit, ils ont pu, l'exemple de quoi? De Joseph, de Jocelyn, que malgré la situation, voilà, les bénéficiaires ont pu faire telle ou telle chose. Voilà, ils s'en sont sortis. Donc, ils ont des facteurs en eux, des éléments en eux qui leur permettent de trouver des solutions. Mais est-ce que nous est arrivé nous-mêmes de demander, mais comment est-ce qu'ils ont pu? Qu'est-ce qui a entraîné cela? Qu'est-ce qui a permis de faire cela? C'est pour ça que l'exemple qui était bien palpable dont j'ai parlé, c'est les volontaires là. Avec l'exemple des volontaires, ça a été un point fort. Donc, c'est cet élément qui a permis à l'organisation, malgré qu'il n'arrivait pas à atteindre la communauté, a pu travailler avec cette communauté parce qu'il y a eu des volontaires. Maintenant, avec les bénéficiaires également avec lesquels nous travaillons, quels sont les éléments? Quelle est cette force qu'ils ont qui leur permet de s'en sortir? Et donc, qui va permettre de réduire tout ce qui est risque. Ce sont ces éléments maintenant que nous, en tant que travailleurs, nous devons mettre en valeur. Ces caractéristiques protégeraient le développement du processus de résilience. Cet environnement protège, quand je parle d'environnement, je peux parler même du centre ou bien de notre organisation, etc. Voilà, sont là pour aider qui est le processus de résilience. À quel niveau retrouve-t-on ces facteurs? Ces éléments qui peuvent nous aider, qui peuvent aider ces bénéficiaires, qui peuvent aider l'organisation également. Excusez-moi. Ces facteurs sont au niveau personnel, au niveau familial et au niveau communautaire. Ça nous ramène toujours à l'interaction. L'interaction. Donc aujourd'hui, on parle de facteurs non résilients et résilients au niveau de l'Amérique latine. C'est beaucoup plus un terme, j'en parle en passant parce que vous pouvez peut-être dans vos recherches retrouver, on a mis facteur non résilient, facteur résilient. C'est la même chose. Nous, on a l'habitude de parler de facteurs de risque, facteurs de protection. C'est ce qui était au début. Au fur et à mesure, comme je l'ai dit, ça évolue. Mais au niveau des pays de l'Amérique latine, ils utilisent beaucoup plus des facteurs non résilients et des facteurs résilients. Et nous devons, alors nous, dans notre cadre, en tant que travailleurs, promouvoir ces facteurs résilients-là. Je peux donner, j'ai un tableau, c'est pour ça que dans ce tableau, je ne vais pas parler du tout du facteur de risque. Non, on parlera beaucoup plus du facteur de protection. Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui peuvent permettre qu'il y ait une résilience? Au niveau personnel, il y a les compétences cognitives, l'intelligence, la créativité. Il y a certains qui sont très aptes à résoudre des problèmes, etc. Il y a les compétences sociales. Hein? Il y a les compétences sociales. Il y a également l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser leurs émotions, qui arrivent à faire facilement une gestion de leurs émotions. Mais il faut d'abord les connaître, bien sûr. Ils connaissent, ils savent. Il y a la spiritualité, la croyance de cette personne. C'est une force. Ça peut être une force. Il y a l'humour. Il y a des gens qui ont des difficultés, mais qui passent par l'humour pour relativiser cette difficulté-là.
Et ça leur donne une force pour avancer. D'autres, il y a la projection dans le futur. Il y a l'autonomie et la projection dans le futur. On voit loin, on se dit, ah, voilà, aujourd'hui peut-être c'est ça, mais demain, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse ceci, etc. Ce sont des éléments qui aident à la résilience. Au niveau famille, il y a quoi? Il y a la communication sincère entre les membres de la famille. Il y a le soutien familial. Nous sommes d'une famille, la plupart, je pense qu'on est d'une famille nombreuse, c'est-à-dire vraiment large aussi. S'il n'y a pas papa, maman, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a des cousins, cousines, etc., qui sont là. Ce soutien-là est là. La cohésion, la connectivité de la famille, comment ça se passe? La place de l'enfant dans la famille, etc. Voilà, ce sont des éléments qui permettent la résilience. Donc, en tant que travailleurs, en tant que facilitateurs de la résilience, il est bien de noter cela et de chercher à savoir comment cet environnement, cette famille a pu agir sur l'enfant, comment nous pouvons, nous, trouver des éléments qui permettront également à cet enfant de sortir de cette blessure, etc. Il y a la communauté, il y a les réseaux sociaux, les amis, les voisins, les groupes de pairs, etc. Il y a nous, les tuteurs, les facilitateurs. Et il y a pas seulement nous. Quand on parle de facilitateurs, tuteurs, dans la communauté, il y a forcément des fois des leaders, des gens qui sont là, qui aident. L'espace de loisirs sur les pratiques solidaires, oui, ça, nous le connaissons. Même s'il n'y a personne dans la communauté, il y a forcément peut-être une personne qui veut bien aider. On a des familles d'accueil, etc. L'identité culturelle, les sentiments d'appartenance, le cadre étatique favorable, oui. Il y a le cadre étatique. Qu'est-ce que l'État a mis en place? Qu'est-ce qui permet, voilà, d'évoluer? Voilà, en gros, ça, c'est des exemples de facteurs de protection, des éléments de ces facteurs-là qui peuvent aider à la résilience, et qu'il faut valoriser. Donc, il convient de noter, je pense que je l'ai dit plus tôt, que la présence d'un ou plusieurs facteurs de risque ne détermine pas nécessairement une issue négative. Parfois, un seul facteur de protection suffit, je l'avais dit, à atténuer les conséquences d'une situation défavorable. Donc, et pour promouvoir la résilience, il faut donc renforcer ces facteurs de protection. Et c'est en les renforçant qu'on réduit les facteurs de risque. C'est en les renforçant qu'on réduit les facteurs de risque. Donc, l'approche basée sur la résilience amène à passer d'une perspective fondée sur le repérage des dysfonctionnements, bien sûr, à celle d'une mise en valeur des ressources. Il faut bien définir les blessures, c'est-à-dire connaître, savoir ce qui se passe pour bien aussi, c'est-à-dire il faut bien, ce dysfonctionnement-là, il faut les repérer et maintenant mettre en valeur tout ce qui est ressources, tout ce qui est protection de l'enfant ou de l'être ou du groupe que nous avons en face de nous. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces facteurs-là. Et un peu pour apporter des éléments à l'exercice que nous venons de faire, qui sont des exercices sur lesquels nous allons retravailler. Je vais vous renvoyer mes commentaires et vous allez essayer de retravailler un peu pour d'autres exercices qui vont se faire plus tard. Voilà, je ne sais pas s'il y a il y a des questions pour que après je pourrais peut-être avancer par rapport à ça. Des questions, des interventions, on est presque quand même à la fin, je crois bien. Questions? Alors, Apport? il y a une question dans le chat. Oui.
Ma sœur, elle a disparu. C'était y a-t-il un lien entre alors là, j'ai pas bien compris, c'est pas bien écrit. Y a-t-il un lien entre la paire aidance et la résilience? La paire quoi? Aidance. Alors, qu'est-ce qu'il a La voulu? paire aidance. C'est quoi la paire aidance? Aidance, A-I-D-A-N-C-E. A-I-D-A-N. D-A-N-C-E. Est-ce que tu peux reformuler, Mahamadou? Et Emiliane a levé la main. Oui, Emilienne. D'accord, merci bien. Bonjour à tous. En fait, j'avais une question, Agda. Oui. Tout à l'heure, tu parlais il faudrait qu'on puisse miser sur les potentialités des bénéficiaires. Hein? Oui, oui, C'est je que vous voilà. Comment est-ce que, c'est vrai que je rédige mon projet, comment est-ce que je peux déjà définir ces potentialités-là, de ces bénéficiaires que je n'ai pas forcément en face de moi? Comment est-ce que cela peut se faire? Merci. Merci. Une autre question? Oui, j'avais une autre question sur la famille comme facteur de protection. Pour Monsieur Ada, bonjour. Oui, oui, je te Ok. suis. C'est Papa Désiré? Désiré. Oui. Actuellement, on assiste à la débâcle des familles. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue, se retrouvent abandonnés, c'est parce que la famille manque de stabilité. Mhm. Or, vous la citez parmi les facteurs de protection. Vous ne trouvez pas que c'est bon de manière théorique, mais dans la pratique, de plus en plus, ça devient difficile. Mhm. Mhm. Merci. Alors, je vais essayer de répondre d'abord à ces... Ah, Joseph a levé la oui, main. Joseph. Et Joseph. Samaké a disparu. Il doit être en train de se reconnecter. Joseph, je vous laisse poser votre question. Bon, alors je réponds en attendant que Joseph... Bien. Je sais très bien là. C'est bon? Le son de Joseph n'est pas bon. Joseph, écris dans le... Vous pouvez écrire dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je vais essayer de répondre aux questions. Il y a Emilienne qui parlait des potentialités des bénéficiaires. Alors qu'elle est en train de rédiger son projet, si j'ai bien compris, c'est ça? Je pense que, Emilienne, je suis fidèle. Oui. Oui, d'accord. Merci. Donc, déjà, on a parlé plus haut de la participation. Je pense qu'en faisant, c'est vrai que sur le champ, quand tu rédiges, tu ne découvres pas beaucoup de choses. Mais en faisant participer les bénéficiaires à l'élaboration de ton projet, en essayant de creuser par rapport aux problèmes qu'eux-mêmes ils ont, c'est-à-dire que quand tu vas vers eux, ce n'est pas pour leur dire je vous envoie forcément telle chose, telle chose. Bien sûr que tu as déjà fait ton diagnostic, tu as peut-être vu des choses, mais il faut qu'il y ait des éléments qui viennent d'eux. Et il arrive même qu'on demande, mais par rapport à cette situation, comment vous faites? Je donne un exemple, qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Banal, pas forcément sur la résilience, mais on veut construire une école dans une communauté et Ou peut-être un exemple de je veux faire de la sensibilisation pour prévenir les violences à l'école.
Ouais. Et moi, je pense que je suis préoccupée par les questions de harcèlement sexuel par les enseignants et tout Ouais. ça. Et je veux faire que sur ça. Mais en fait, les enfants ont peut-être d'autres problèmes Voilà. et qu'il faut les solliciter parce que eux, ils sont embêtés plus par les enfants. Je pense à la Côte d'Ivoire, les élèves qui font qui veulent partir en vacances, les vacances anticipées, les congés anticipés, qui veulent partir avant. Eux, en allant vers eux, c'est ça qui les préoccupait parce que les enfants cassent des choses ou bloquent les enfants qui veulent entrer en classe. Et ça les préoccupait finalement peut-être plus qu'un autre sujet que nous, on avait en tête. Donc, ça ne veut pas dire que nous, on va peut-être pas faire notre sujet, mais il faut savoir comment on pose les questions pour vraiment aussi ouvrir de manière large leur, euh, leurs propositions, pour pas trop les fermer. Donc, C'est aussi. ça. Je donne aussi l'exemple de CSF qui avait travaillé avec des enfants et je pense que ça a été quelque part, ils ont travaillé avec les enfants sur la résilience, sur les activités de jeu, sur tout ce qui est socio-éducatif et tout ça. Et c'est en faisant le travail, ils ont conçu leur projet, ils ont trouvé que les enfants ont besoin de ça, etc. Mais en mettant en œuvre le projet, ils découvrent également qu'il n'y a pas que ce besoin. Il y a un besoin vestimentaire, il y a un besoin sanitaire, etc. Mais c'était pas le point. Les enfants, eux, c'était pas leur point, au fait. Ils s'en foutaient de venir mal habillés, etc. Mais le fait de se retrouver, de, de, de discuter, de faire des activités, d'avoir un temps de jeu était vraiment très agréable tellement pour eux que même le fait de ne pas avoir une tenue correcte, etc., n'était pas leur point. Mais nous, en tant qu'institution, en tant que travailleur social, on s'est dit, ben non, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Ce que on n'avait peut-être pas identifié au début. Mais maintenant, il faut poser la question aux enfants par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire? Là, quand tu poses la question, les enfants vous diront ce qu'il faut faire. Nous avons identifié que c'est un problème. Mais maintenant, pour rédiger le projet, ce serait bien d'aller vers les enfants pour qu'ils nous disent comment ce problème-là, on pourrait y pallier. Quels sont les éléments qu'eux, ils ont pour y arriver. Peut-être qu'ils ont trouvé une solution par rapport à tout ce qui est savon ou autre. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils se débrouillent? C'est bien de creuser. Donc, ça, ce sont des éléments. Et savoir comment poser ces questions pour faire participer tout le monde et pour mieux détecter ce qui se fait dans la communauté dans laquelle nous allons intervenir. Mais sur les potentialités, c'est par exemple, on va se dire peut-être qu'on va miser, les enfants, ils ont souvent des idées, ils sont créatifs, donc on va s'appuyer sur leur créativité, même si on ne sait pas que les enfants seront créatifs, mais on va peut-être faire des sketchs parce qu'il y en aura sûrement parmi eux qui vont aimer chanter, qui vont aimer faire. Donc on va s'appuyer et puis on estime qu'on va pouvoir trouver des, des talentueux ou des enfants qui auront envie de faire partager des choses ou qui vont certains pour la paire éducation, il y en a qui vont plus facilement pouvoir mieux parler, d'autres vont moins oser parler en public. Donc voilà, il y aura des potentialités parmi les enfants. Quand on fait la paire éducation, c'est qu'on pense que certains auront plus de capacités que d'autres. Et pour mieux découvrir, il y a des possibilités, différentes sortes de possibilités. On peut même aller dans la communauté, travailler avec des gens, rester. Il y a des gens qui passent pour écrire un projet, qui passent un petit temps dans la communauté, ils essaient d'intégrer réellement les familles pour mieux voir comment les choses se passent et savoir comment modeler tout ça, quoi, pour que ce qu'on veut faire ait plus d'impact. C'est ça. Mais maintenant que quand c'est fait et qu'on a le projet qui est rédigé, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va vers le besoin de la population ou bien de l'enfant que nous avons en face de nous, etc. C'est vrai qu'on part d'un problème quand même bien identifié.
Bon, j'ai un autre point de vue, moi. Je me dis Euh, qu'à l'étape de la rédaction du projet, mhm. on peut juste préparer une activité qui aidera à l'identification des ressources internes des enfants. Parce que vous n'avez pas encore tous les enfants que vous allez appuyer devant vous pour savoir sur quelles ressources s'appuyer pour les aider pour la résilience. Alors, annoncer l'activité seulement. Et le moment est venu maintenant, et on identifie maintenant toutes les ressources dont les enfants disposent pour se relever et on sait maintenant comment les accompagner. Plutôt que de dire déjà d'avance que je m'attaquerai à ça et ça et ça et ça, ce serait génial. Mais parfois, on n'a pas tous les éléments au niveau de la rédaction, mais on annonce une activité d'identification des ressources internes, même des ressources externes, qui aideront les enfants à se relancer. Bon, c'est là qu'il y a un point de vue. Merci, Papa Désiré. Oui, là, c'est quand on rédige. Quand on rédige, bien sûr que de toutes les façons, avant, on n'a pas tout. Mais si avant la rédaction, on essaie d'approcher la communauté et les personnes avec lesquelles nous essayons de travailler, des fois même, c'est le fait, par exemple, quand je prends des CLP. Aujourd'hui, je pense que des DCI ou même le BNCE Togo, qui ont longtemps travaillé avec les enfants en conflit avec la loi, peuvent aujourd'hui dire voilà, 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 ils peuvent donner des éléments et ils peuvent nous dire aujourd'hui telle potentialité, on peut retrouver tant chez tel enfant, etc. Et peut facilement faire un projet. Mais quand c'est nouveau, nouveau, nouveau et que on vient d'arriver dans une communauté, si on les approche pas, on n'a pas réellement des éléments. Il faut quand même les approcher pour mieux déceler sur quoi on peut agir. S'ils n'en ont pas besoin, ça sert à quoi alors le projet que je vais rédiger? Si au moins, par exemple, si on veut je donne encore l'exemple de peut-être construire une école. Si je veux construire une école, c'est vrai qu'ils en ont besoin, mais je ne veux pas le faire seulement venir construire. Je veux que la communauté participe. Je dis participation de la communauté, mais je ne leur ai pas dit d'avance que voilà, j'ai tel projet, je ne les ai pas consultés, je ne leur ai pas dit voilà, 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 on a tel projet, on veut faire ceci, etc. Par rapport à la communauté, quelle est la possibilité? Comment est-ce qu'on peut faire ça si je veux faire participer la communauté? Ah, le chef peut-être que j'ai consulté, ou les leaders, ou des notaires, etc., nous diront, ah, dans la communauté, les groupes de femmes sont très dynamiques. On a tel groupe de femmes, on a tel groupe de femmes qui sont des associations de femmes et qui peuvent vous aider. Il faudrait les contribuer à cela. Voilà, etc. Ah, ça, c'est bien. Maintenant, on va peut-être approcher les femmes là pour leur dire, voilà ce que nous voulons faire pour la communauté. Nous pensons qu'elle est importante, etc. Quel est l'exemple? Qu'est-ce que vous pouvez nous aider à faire? Donc, dans mon projet, je dirais, ben, les groupes de femmes de Barkwasi, je donne un nom comme ça, de Barkwasi, sont tant, au nombre de temps, et sont prêts à nous aider pour, voilà, 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 voilà. Ça relève mon projet, ça permet à mon projet d'avancer et d'avoir quand même un plus et ça apportera un impact. Donc, dans la société, dans cette communauté, on a eu une plus-value, on a eu une ressource, on a eu des personnes qui sont ce groupe de femmes qui constituent une force pour cette communauté et qui peuvent nous aider à mettre en œuvre ce projet. Voilà, alors la nécessité de faire une bonne analyse du contexte et une bonne analyse des Voilà, problèmes. voilà, c'est ça le gros. C'est ce qu'on n'arrive pas souvent à faire. C'est les difficultés, c'est là les difficultés que nous avons des fois quand nous faisons nos projets. Il faut bien analyser les contextes, il faut voir les difficultés, il faut connaître les besoins, d'où l'histoire du singe et du poisson un peu. Voilà. Maintenant, quand tout ça là est fait, on peut facilement rédiger le projet. Maintenant, en rédigeant le projet, bien sûr, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et maintenant, en matière de résilience aussi, ce n'est pas les ressources, avec les enfants, ça va se faire plus tard, tout en sachant que les enfants ont des capacités, ont des compétences, voilà, tout ce que je viens de citer même dans voilà, le tableau qui est en face, les compétences cognitives, la créativité et l'intelligence, la croyance et tout ça qui vont nous aider.
C'est ça. Ça va? On peut? Maintenant, quand je prends Oui, ça va bien. ça va bien, cool. Merci, Emilienne. Si on prend le cas de l'exemple de Papa Désiré qui parlait des familles, effectivement, nous savons que la famille aujourd'hui a d'énormes difficultés qui sont dues à diverses causes, qui sont dues à diverses causes. Mais jusqu'à preuve du contraire, la famille est toujours la première structure de protection d'un enfant. La famille constitue toujours la première structure de protection de l'enfant. C'est vrai qu'il peut y avoir des différences. Maintenant, quand nous sommes face à une situation, à une famille, au moins, du moins, la famille biologique est la première, hein, papa, maman, enfant. Maintenant, quand nous sommes face à une famille disloquée, à une famille qui a des difficultés, on ne peut pas, des fois, c'est des situations sur lesquelles, des fois, on n'arrive pas à agir. Mais nous pouvons maintenant amener l'enfant, comme on l'a toujours dit, à développer, à voir d'autres ressources de l'enfant, à voir d'autres ressources dans l'environnement qui pourront aider cet enfant. Il n'y a pas que la famille biologique. J'ai parlé également des familles d'accueil. Il y a des institutions qui sont là aussi, des centres qui accueillent des enfants. Et voilà. Il y a forcément d'autres palliatifs, comme le disait Jocelyn tout à l'heure. Il y a forcément d'autres éléments, d'autres sources qui pourraient nous aider à résoudre ce problème. Mais notre premier objectif quand même, c'est de voir cette famille. Parce que l'enfant est né de quelque part, est sorti de quelque part, qui est une base. Maintenant, si cette base, elle est faussée, d'accord. Les enfants qui ont perdu leurs parents, ils s'en sortent. Certains s'en sortent. Les enfants qui ont des parents séparés, certains s'en sortent. Mais est-ce que nous, en tant que travailleurs sociaux, est-ce que nous pouvons agir sur une famille dont les parents sont séparés, par exemple? Est-ce que nous, on peut les remarier? Non, non. Bon, s'il y a des perspectives, en faisant le travail, s'il y a des éléments qui peuvent permettre de les réunir, pourquoi pas? De renouer ces liens, pourquoi pas? Mais c'est pas évident. Mais maintenant, c'est à l'enfant. On doit amener l'enfant maintenant à surmonter, à dépasser cela et à continuer sa vie. On dit continuer malgré l'adversité, continuer malgré les difficultés. C'est ça. Sinon, je suis parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, les familles ont d'énormes problèmes. Et ça, c'est dû à diverses causes. Il y a des raisons énormes qu'on ne finira pas si on veut les citer. Mais est-ce que c'est pour cela que on ne travaillera pas? Est-ce que c'est pour cela que l'enfant ne continuera pas? Voilà, ce sont des questions. Tu n'as pas désiré? Kolda a levé la main. Oui, merci beaucoup. Je voulais tout simplement ajouter quelque chose par rapport à la préoccupation de Papa Désiré. Au niveau des enfants, parce que les enfants, c'est différent. Et les degrés de problèmes aussi, c'est différent. Chaque enfant, c'est un cas. Chaque enfant a son problème. C'est la même chose avec la famille. Et vous trouverez que dans des familles aussi, il y a des familles qui ont aussi des problèmes. Et quand nous trouvons que des familles ont des problèmes comme ça, vous venez de dire que la famille, c'est une structure de protection de l'enfant. Et chaque fois que nous travaillons avec l'enfant, et il doit y avoir cette interaction entre l'enfant et sa famille, voire même la communauté. De l'autre côté, nous travaillons avec les enfants. Et d'un côté, nous travaillons avec les enfants. De l'autre côté aussi, quand bien même il y a des difficultés, il y a des situations, des familles qui constituent des facteurs, des risques pour cet enfant-là. Donc, il faut analyser aussi la situation de la famille. Comme on a analysé la situation de l'enfant, on analyse aussi la situation de la famille. Comme on a essayé de travailler avec l'enfant, on travaille aussi avec la famille. Parce qu'en fait de compte, on va constater que même au niveau de la famille, il y a certaines choses auxquelles le parent n'a pas pu mettre juste en place ou bien appliquer juste pour aider cet enfant. Et aussi, il y a la question aussi de l'ignorance.
Je prends un exemple. Vous trouverez dans une famille, il y a certains parents qui abusent les enfants, mais dans leur esprit, ils savent qu'ils sont en train d'aider l'enfant. Ils infligent des punitions négatives aux enfants. Dans leur tête, dans leur mémoire, ils disent qu'ils sont en train de punir l'enfant. Je donne un exemple. Un parent, donc les parents qui privent des enfants la nourriture tout simplement parce que l'enfant peut-être n'a pas travaillé, parce que l'enfant, je ne sais pas quoi. Avec ça, et le fait de priver cet enfant la nourriture, de taper chaque fois l'enfant, dans l'esprit des parents, il est en train donc de discipliner l'enfant. Mais de l'autre côté, l'enfant est en train de subir et il est en train de développer d'autres comportements. Et si on constate comme ça, en discutant avec de tels parents, à un certain moment, ils vont avoir déjà cette conscience, ils vont prendre cette conscience-là. Ils vont dire non, non, moi je faisais ça, moi je ne savais pas. Donc, j'étais dans l'ignorance. Et comme je viens de les constater, je pense que je vais me comporter comme ça. Et au niveau de l'enfant aussi, il y a d'autres actions à développer. C'est pourquoi, par rapport à la préoccupation des désirés, oui, on peut constater un milieu familial qui constitue un facteur de risque pour un enfant. Et en travaillant avec cette famille, on peut amener cette famille aussi à devenir aussi un facteur de protection. Donc, c'est à nous maintenant d'évaluer la situation et pour l'enfant et pour la famille, juste pour aider cet enfant. Parce que si nous restons seulement au niveau de l'enfant, comme Alda l'a bien dit, on essaie d'oublier la famille. La finalité sera comment? Même si l'enfant commence à atteindre la capacité de résilience, en retournant dans la même famille qui n'est pas bien traitante, dans ce cas, ça sera un travail, ça sera un cercle vicieux. C'est pourquoi il faut y aller, et donc à deux, pourquoi pas à trois niveaux, l'enfant, la famille et même la communauté. Tout dépend de la situation, tout dépend aussi des problèmes rencontrés juste au niveau soit de l'enfant, soit de la famille ou bien de la communauté. Merci beaucoup. Merci, Kolda, pour l'intervention. Donc, c'est ça. Dans le tableau que nous avons en face, là, on montre bien les facteurs de protection. Et c'est bien de voir, de chaque fois, d'essayer de voir comment est-ce que ces éléments, bon, c'est pas figé, hein, à chaque individu, à chaque famille, les trucs, mais comment est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a une communication? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un soutien familial? Comment? La cohésion, comment c'est, etc. Qu'est-ce que je peux renforcer pour cette famille? Je disais tout à l'heure que même des fois, il y a un seul facteur de protection qui permet de résoudre beaucoup d'autres situations, d'autres problèmes. Peut-être le soutien familial, peut-être juste la cohésion permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Peut-être dans la communauté, excusez-moi, la solidarité permettra, ou bien, voilà, ainsi de suite. Quand je prends le cadre étatique au niveau de la communauté, etc., mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant que travailleur social par rapport à ça? Comment développer ça? Comment valoriser le cadre étatique? Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Qu'est-ce qui est favorable pour nous? Est-ce que, bon, voilà, des fois ça nous amène jusqu'à des plaidoyers, hein? Vous voyez que, au fait, tout va ensemble, hein? Et comme on le dit, comme je l'ai dit au début, c'est une interaction. C'est une interaction entre l'individu et son environnement. Il y a beaucoup de choses qui viennent et qui agissent et qui interagissent sur l'individu, l'être que nous sommes. Voilà. Alda, il y a Oui, 2 questions sur ouais, le chat. oui. Alors, Samake, il voulait savoir s'il y a un lien, alors c'est un peu spécifique, s'il y avait un lien entre une personne victime d'un abus qui choisit d'aider une autre personne victime du même genre d'abus, et c'est ça qui appelle la paire aidance, comme paire éducation, ça veut dire quelqu'un qui a le même profil et qui va aider. Donc cette paire aidance et la résilience. Et l'autre question de Joseph, j'ai recopié sur WhatsApp si tu veux les lire en même temps. Pour Joseph, c'est que faire pour un enfant vivant en rupture familiale qui refuse de réintégrer sa famille alors que celle-ci est disposée à l'accueillir et l'accepter sans condition?
On t'entend pas trop bien, Alda. Pour un enfant, ça va? Non, tu es trop éloigné. Allô? Oui, beaucoup mieux. Merci. Que faire pour un enfant vivant en rupture familiale qui refuse de réintégrer sa famille alors que celle-ci est disposée à l'accueillir et à l'accepter sans condition? Et pour Samake, pour revenir sur la question de père aidant ça. Bon, une personne qui choisit d'aider l'autre. Vous voulez savoir s'il y a un lien entre un lien comment? Je comprends pas. Personne victime d'un abus, par exemple, choisit d'aider une autre personne victime du même genre d'abus. Ah, s'il y a un lien entre ça et la résilience, le fait père aidant, c'est la résilience. C'est ça, j'ai Oui, ça compris. contribue à la résilience, c'est pas quelque Oui, chose qui est figé, c'est la résilience, c'est pas une seule activité qui va la permettre. oui, oui. Il y a plein de moyens d'arriver à la résilience. La résilience, comme c'est le processus, c'est un aboutissement. Et on peut y arriver avec des groupes de parole, la paire aidance, comme vous indiquez. Effectivement, ça peut être, mais ça ne veut pas dire que ça va être automatiquement qu'il y aura de la résilience. C'est ça qui est pas évident. Ça peut être un outil qu'une personne victime puisse parler. Ça peut peut-être faciliter la mise en confiance, parce que la mise en confiance, c'est pas évident. Donc, s'il y a quelque chose qui peut rapprocher, ça peut peut-être contribuer à cette confiance et après à trouver des solutions ensemble et favoriser ainsi la résilience. Ça peut y Oui. contribuer. Ça y contribue comme c'est un outil, enfin, ça contribue effectivement. Et également, déjà, moi, la personne même qui veut aider l'autre, alors que lui aussi il est victime, a déjà fait un effort, a déjà une certaine résilience parce que si j'ai la capacité, alors que moi-même j'ai subi quelque chose et que je vais aider, sauf si la manière dont père aidant, ce n'est pas, si c'est pas comme ça, si c'est défini autrement, bon, je sais pas. Mais si moi, en tant qu'une personne qui a été victime, je vais aider l'autre qui est aussi victime, ça veut dire que quelque part, moi-même, j'ai fait des efforts sur moi, j'ai essayé de dépasser pour moi ma situation et je me suis dit, l'autre aussi a besoin d'aide. Voilà. Donc, quelque part, c'est un outil et quelque part, ça aide aussi à la résilience. Donc, voilà, c'est ce que je peux répondre par rapport à la question de Samake. Et pour Joseph, bon, un enfant en rupture familiale qui ne veut pas retourner en famille, quelles sont les raisons? Il faut toujours creuser, hein. Il faut creuser. Et ça veut dire que quelque part, on n'a pas encore trouvé euh, l'élément qui, comment je peux dire ça? Il fait le déclic. Voilà, qui doit faire le déclic pour il puisse retourner en famille. Et ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a encore Oui. du travail à faire. Il y a toujours la question de la confiance comme au-dessus. Oui, Et il y a Cold qui veut réagir sur. oui, il y a Colt qui Je veut pense qu'il réagir veut. aussi. Oui, Cold? On ne t'entend pas. Peut-être que son micro est fermé. Cold? Vous m'entendez? Voilà, oui, on t'entend. Ok, merci. Je dis que je voulais peut-être un peu apporter aussi, ajouter par rapport à ce que Alda vient de dire, par rapport à la question de savoir si un enfant en rupture familiale refuse donc de réintégrer sa famille, alors que sa famille est disposée à l'accueillir. Bon, la première question, la première préoccupation, comme vous venez de le dire, nous travaillons avec les enfants en situation de risque et des fois, nous nous heurtons sur de telles situations. L'enfant, il y a des familles qui, qui sont prêtes à accueillir l'enfant, mais l'enfant refuse. Dans ce cas, donc, il doit y avoir quelque chose qui cloche encore. Soit il y a des situations qui sont au niveau de la famille que l'enfant maîtrise très bien et la famille fait semblant. Donc, quand vous êtes avec cette famille-là, la famille vous montre qu'il n'y a pas de problème, ainsi de suite. L'enfant, s'il arrive, on peut l'accueillir sans beaucoup de problèmes. Or, ce n'est pas ça la réalité.
C'est l'enfant qui connaît très, très bien la réalité. Et quand vous revenez auprès de l'enfant vous dit non, non, je ne pouvais pas aller là-bas parce que. La première chose, c'est de travailler d'abord avec cette famille-là. Il faut travailler encore avec l'enfant parce que là, le problème, ça peut être à deux niveaux. L'enfant aussi peut refuser d'aller parce que là où il est, il trouve mieux que dans sa famille. Il peut aussi, l'enfant peut refuser, même si sa famille accepte. C'est pourquoi il faut vraiment creuser. Oh, ça On c'est t'entend plus. on t'entend plus là. Désolée, on n'entend plus. Il y a Jocelyn qui... Ah, Oui, oui. Cold. Pardon? On t'entendait plus. Ah, d'accord. C'est peut-être, ça doit être le problème de l'écoute. Moi, je disais ceci. Il y a certains parents qui font semblant, comme quoi il est d'enfant, donc ils aiment beaucoup l'enfant. Or, c'est l'enfant qui connaît très bien la réalité de la maison. Et si l'enfant refuse, donc il doit y avoir un problème qui réside encore dans cette famille-là. Et en développant avec l'enfant, on peut connaître beaucoup sur la situation ou bien les problèmes qui résident au niveau de la famille. Comme la famille peut être prête à acquérir l'enfant, mais l'enfant devient aussi les problèmes d'enfant de dire non, non, moi je ne peux pas aller là-bas parce qu'il trouve mieux là où il est par rapport à sa famille. C'est pourquoi j'ai dit à cette question, il faut travailler avec l'enfant. On travaille aussi avec la famille et avoir un temps vraiment juste pour creuser et avoir beaucoup d'informations qui va aider l'enfant et qui va aider aussi la famille. Il y a Jocelyn qui a aussi levé la main. Oui, juste pour mettre l'eau au moulin de Cole, l'intervention dont j'ai apprécié, c'est aussi parler de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être mise en jeu. Donc, nous qui travaillons avec les enfants directement, pour davantage visualiser autant pour moi cette résilience, devrions regarder, comme dans le cas d'espèce où l'enfant refuse d'aller dans une famille qui veut l'accueillir, forcément les travailleurs sociaux dans leur travail trouveront le couac qui se trouve tout autour. Mais aussi, il peut avoir, ça c'est des situations extrêmes, ça c'est maintenant, ça dépend si on parle d'intérêt supérieur de l'enfant, où l'enfant peut regarder, peut dire quelque chose, mais lorsqu'on y va plus loin, on trouve que pour son intérêt, en fait, pour ce qu'il y a de meilleur pour lui, il faut aller plutôt dans cette direction. C'est pour pouvoir faire participer l'enfant, mais aussi pouvoir avoir ce genre de regard d'ensemble, d'analyse qui permet aussi de pouvoir lui apporter ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est un travail ardu pour pouvoir regrouper et lui donner le meilleur dans sa résilience. Merci beaucoup à Jocelyn, à Cold aussi pour toutes ces interventions. Et vous voyez toutes les réflexions que nous avons faites autour de quelques questions. C'est pour vous dire que, comme on l'a dit, la résilience, c'est un processus. C'est un changement de regard. C'est une autre façon de voir comment évoluer, comment, malgré les difficultés, amener l'enfant ou l'être qui est l'individu qui est devant nous, le groupe, à surmonter ces difficultés-là. Et c'est certes une approche individuelle, mais elle est également une approche d'équipe. C'est-à-dire que là, par exemple, l'exemple de l'enfant qui ne veut pas intégrer la famille. Si toi seul, en tant que travailleur social, tu mènes des actions et tu réinsères l'enfant sans tenir compte de tout ce qu'il a pu dire avant, peut-être que tu seras dans des difficultés. Peut-être alors que si tu partageais le cas avec les autres travailleurs, l'équipe multidisciplinaire qui est là, il y aurait eu peut-être d'autres solutions. Peut-être certains parmi l'équipe donneront des éléments qui pourront t'aider. C'est ce que nous venons de faire tout de suite
comme ça, sur le champ en discutant. Colda a intervenu, j'ai intervenu, Jocelyn a parlé, etc. Donc, ça a permis de réfléchir un peu sur le cas et de dire qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a la famille qu'on doit revoir, que peut-être il y a un semblant quelque part, peut-être qu'il y a des non-dits quelque part, peut-être que voilà, voilà, voilà. Ou bien, nous, en tant que travailleurs sociaux, on n'a pas encore trouvé l'élément, on n'est pas encore tombé dessus, et donc il y a encore des réflexions à faire. C'est ça aussi la résilience. Elle est individuelle, mais également elle est une approche d'équipe. C'est ce que je peux dire par rapport à toutes les discussions que nous venons de faire. Voilà. Un projet, on ne s'assoit pas seul pour rédiger un projet. Voilà. Il y a non seulement les parties prenantes, mais il y a toute une équipe. Des fois, c'est un comité que nous formons pour rédiger un projet. Même s'il y a une personne qui finalise, peut-être, mais il y a tout ça. Voilà aussi. Il y a Anne qui confirme un petit peu aussi ce que disait Cold. On rencontre souvent des cas d'enfants en rupture familiale qui se mettent à exercer de petits jobs sur la rue et gagnent un peu d'argent. Ils préfèrent vivre dans cette indépendance apparente et refusent de retourner en famille, souvent très pauvres et vivant dans une très grande promiscuité. C'est ça. Ok, Anne, voilà, c'est vrai, ce sont des situations que nous vivons avec les enfants de la rue, les enfants qui sont vraiment en rupture familiale, etc. Mais c'est vrai qu'ils trouvent des solutions parce qu'ils doivent vivre, ils doivent manger, ils ont des besoins. Les besoins primaires sont importants. Ils doivent vivre, ils doivent manger. Voilà. Mais est-ce que ces solutions qu'ils trouvent pour vivre, est-ce que ces solutions sont socialement acceptées? C'est ce qu'il faut voir aussi. Comment l'enfant s'en sort pour vivre, pour trouver de l'argent? S'il va voler, c'est pas socialement accepté. Voilà. Maintenant, s'il va faire un petit job, heu, laver peut-être des voitures, voilà, etc. Voilà. Certes, c'est socialement accepté le travail des enfants à partir d'un certain âge, mais est-ce que c'est pas risqué pour lui? Est-ce que voilà, pour l'intérieur, quelqu'un a parlé de l'intérieur supérieur de l'enfant. Si on met tout ça, est-ce qu'il n'est pas préférable de revoir? Et alors, si on doit revoir pour, ses revenus et cetera, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment l'aider? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Voilà, ce sont des réflexions, en fait, qu'il faut faire tout le temps et tout ça là, avec l'enfant lui-même aussi. Voilà, On sait que cet enfant va pas le sortir de force de la rue, mais mais c'est clair. ça va être, l'aider à prendre conscience des amis sur qui il peut vraiment faire confiance, que s'il a un problème, où est-ce qu'il pourra aller? Au moins rétablir un peu le lien avec sa famille, même s'il y va pas, mais peut-être qu'il peut passer une journée. Ça peut être petit à petit, vous voyez? Ça va pas être, notre objectif, c'est pas qu'il rentre à tout prix dans sa famille, mais effectivement qu'il se mette pas en danger, voilà, qu'il y ait une bonne communication. On revoit tous les facteurs qu'il y a et même s'il y a un facteur de risque, il est dans la rue, celui-là, il va falloir, pas forcer il va falloir l'accompagner pour que lui-même après puisse trouver, et ses moyens de protection et puis et sortir de la rue aussi si autant que possible. Mais on va passer par renforcer d'autres facteurs avant de pour pour, heu, pour l'accompagner. C'est ça. Parce que là, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est en train de vivre, il a ça, qu'on va le laisser aussi, plus tard, on ne sait pas, il y a des risques dans la rue. Plus tard, on ne sait pas ce que ça va devenir. Si aujourd'hui, peut-être, il s'en sort, plus tard, qu'est-ce que ça va devenir? S'il y a un autre moyen beaucoup plus adapté, pourquoi ne pas l'utiliser? Mais l'accompagner surtout. On ne se met pas à la place de l'enfant, on est facilitateur, on accompagne. On accompagne. Et il faut trouver des stratégies pour accompagner. Il faut trouver des moyens pour accompagner. Il faut trouver des astuces, si je peux m'exprimer ainsi, pour accompagner. Et ça, c'est notre travail en tant que travailleur social. Voilà, on a eu certaines formations. Mais même des formations qu'on a eues sur le terrain, on est confronté à des difficultés qui font qu'on est obligé de s'adapter aussi. Nous-mêmes, on fait la résilience, si je peux m'exprimer ainsi. On doit également, nous aussi, dépasser certaines choses. Et voilà,
et avancer, voilà, avec ces enfants-là. Voilà. Il est déjà 12h40. 5 minutes. Je me rappelle que dans l'un des travaux, il y a une personne qui a parlé de l'agressivité des enfants, etc. et tout ça. Et je crois que c'est dommage parce que je les ai pas. J'ai fait une erreur en tapant, les commentaires sont partis. Et, et je disais, comment face à cela, quelle est l'approche que et c'est normal qu'il y ait cette agressivité, que les enfants de la rue vous repoussent, etc. Parce qu'ils craignent, ils ont peur. Voilà, qui êtes-vous, etc. Mais quelle approche, vous, en tant qu'institution, vous trouvez, vous mettez en place? Quelle est votre force? Quel est l'élément qui vous permet aujourd'hui d'approcher ces enfants et de pouvoir les retirer de la rue? Je crois que j'avais apporté des éléments un peu comme ça. Voilà. Donc, on continue. Pardon. Donc, voilà un peu le tableau qu'on a vu sur les facteurs de protection qu'il faut vraiment valoriser. Donc, juste pour finir, on est donc à la fin un peu, avec toutes les discussions et tout ce qu'on a pu faire. Pour finir un peu cette partie, je pourrais dire que les enfants blessés, ce qu'il faut bien retenir, les enfants blessés par la violence, l'abandon, l'orphelinat, la misère ou encore la guerre ou autre chose, ne sont pas condamnés à rater leur vie. Ils ne sont ni foutus, ni sans valeur. Ils ont des valeurs, ils ont des potentialités, ils ont des éléments qui nous permettent de travailler avec eux. Tout développement peut se remettre en marche. Donc, il n'y a pas de fatalité au malheur. Donc, c'est ce que je peux dire à la fin de ce qu'on vient de voir. Et en sachant tout simplement qu'il y a des facteurs de protection qui sont là, que l'on peut développer. Et dans ces facteurs, il y a des ressources que nous allons voir plus tard dans les autres jours à venir. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci. On va peut-être passer à l'exercice qui va se faire la prochaine fois. Je donne la parole à Marie-Laure d'abord. Si, Oh, rien de plus. Tu voulais que je fasse un point sur quel sujet? non. On va peut-être envoyer, il y a une lecture complémentaire qu'on va vous envoyer par mail et puis sur WhatsApp pour enrichir aussi votre réflexion. Comme ça vous permet aussi de croiser un peu toujours les idées et d'approfondir ce contenu. Et c'est vrai que c'est important de lire pour enrichir encore plus la formation. Voilà. Il y a Jocelyn qui a levé la main. Jocelyn qui a levé la main, oui. Oui, merci beaucoup Alda et Marie-Laure. Je reviens plus sur la présentation. Juste dis que le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp marche pas avec moi. J'ai déjà essayé, cliqué, mais rien. Je sais pas si on peut m'ajouter par le numéro que je peux partager sur le chat. Oui, et c'est celui qui était dans la liste d'inscription. Oui, c'est celui qui était dans la liste d'inscription. Je D'accord. peux le remettre ici si ça Oh, ne changera pas. je l'ai sous les yeux. OK. Parce que j'arrive pas. C'est le 237 699, c'est ça? Alors, Jocelyn. 35,93 à la fin? C'est ça, ouais. Cool. C'est ça. OK. D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour le prochain cours, qui sera pas ce mardi, l'autre mardi. Donc, alors, je vais voir la date exacte. Il suffit que je remonte un peu. Au début. Donc, ce sera alors Le 16? oui, le mardi 16 mai. Ce sera donc le mardi 16 mai. Donc, on va essayer de faire cet exercice. Je vais déplacer. Excusez-moi. Alors, l'exercice consistera
à reprendre le tableau. On voit l'écran? Peut-être pas en truc, je vais agrandir, c'est bon? Oui, on voit, c'est bon. D'accord. Donc, l'atelier pour le 16 mai, ce serait à partir du tableau précédent, quels sont les facteurs de risque et de protection au sein de votre institution? Quels facteurs de protection seraient nécessaires à renforcer pour la bonne marche de l'institution et l'intégration de la résilience? Alors, donc, quelles ressources possède l'institution qui permettrait un changement au sein de l'institution en vue de faire intégrer l'approche résilience au niveau des activités? Donc, autrement dit un peu, quoi. Quelles ressources possède l'institution qui permettrait un changement au sein de l'institution en vue de faire intégrer l'approche résilience au niveau des activités? Donc, parce que le tableau précédent sur les blessures et les forces nous amène à mieux définir. Donc, il faut peut-être mieux redéfinir par rapport aux discussions que nous avons à faire. Les différents problèmes et au niveau de l'institution, etc. Et les facteurs de protection donc, de l'institution, les forces. Donc, les forces, donc les points forts. Donc, par rapport à ça, vous pouvez facilement savoir c'est quoi le facteur de risque et le facteur de protection de l'institution. Et maintenant, à partir de là, quelles sont les ressources qui pourraient nous aider à mieux intégrer les activités de résilience, l'approche résilience au niveau des activités. Donc, en gros, c'est ça. J'ai encore une question. Quand on parlait du tableau précédent, bon, je ne me retrouve pas. Le tableau sur 50-50, le tableau des problèmes et des points forts. Ah oui, je n'étais pas là à cette époque-là. Et deuxième chose aussi, c'est que on n'est pas en train de recevoir les cours au fur et à mesure qu'on avance. Dans ma part, j'ai cherché les éléments de la part passée, je ne les ai pas trouvés. Parce que vous n'êtes pas inscrit en fait. Je vous ai envoyé un mail. Il y a un problème. On n'a pas reçu votre inscription. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas reçu les choses. Moi, on n'avait pas reçu mon Mais inscription. on en reparlera. Alors que c'était le premier. Le premier, je peux même vous donner la date où je me suis fait inscrire. Oui, je t'ai fait un mail. Si tu peux renvoyer ça. Oh là là. Donc, je n'ai pas les cours, je n'ai pas, comme pour le tableau précédent, je ne me retrouve pas. Bon. D'accord. Mais j'étais le premier parmi les inscrits. Oui. Parce que c'est pour chaque cours, il faut s'inscrire. Pas pour c'est pas. Voilà. Comme il y a eu un cours précédent. Chaque semaine, il faut s'inscrire. Non, chaque thème. Là, c'est sur la résilience. Oui, on va régler ça après. Ok. Et Alda, il y avait le tableau que Véronica avait partagé, c'était sur les enfants, sur la famille, sur l'environnement, sur les facteurs de risque, facteurs de protection. Attends, oui. Ça, j'ai vu. Oui, et c'est ce tableau qui est le tableau précédent? Non, bon, l'autre, c'était le tableau que vous avez travaillé sur les problèmes. Donc, maintenant, à partir de ce tableau-là, on va vous envoyer un nouveau tableau dans lequel vous allez mettre les facteurs de risque, les facteurs de protection. Tu veux que je partage, Alda? Oui, s'il te plaît. En tenant compte du tableau sur lequel on a travaillé précédemment, problème et point fort. Vous vous rappelez le tableau dont on vient de parler là? Est-ce que vous voyez? Non. Ah. Je vais arrêter mon partage d'abord. Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, il faut que je mette le bon document. C'est pas encore le tableau. Mais on voit l'écran quand même. Là, il y a le document sur les facteurs de risque et de protection à lire. Et puis, le tableau est ici. Voilà. Donc, par rapport aux enfants et adolescents avec qui vous collaborez, vous travaillez leurs facteurs de risque, leurs facteurs de protection et le résultat potentiel attendu. Pour chaque catégorie, pour ces 3 catégories de... Alors, environnement, ça va être l'entourage. Voilà.
On devait rajouter normalement l'institution aussi, mais bon, on rajoute l'institution. Ou bien on met dans Tu veux institution. que je rajoute pour toi? Organisation. Oui. C'est bon? On OK. a fait le tableau avec les problèmes, les points forts. Ça vous aiderait, ce tableau va vous aider à identifier les différents facteurs de risque de protection et les résultats potentiellement attendus par rapport à chaque partie prenante ici, quoi. Et il y a un document qui est accompagné pour vous permettre de lire un peu et de vous documenter par rapport à ça également. On va essayer, hein, d'accord? D'accord. D'accord, on va pas oublier de vous partager le contenu. D'accord. Il y a Diego qui est là. Mhm. Il n'était pas là le cours Allez. précédent, voilà, mais qui nous a rejoint aujourd'hui et qui sera là pour le reste également des cours de la formation. Donc, on lui dit bonne arrivée et bon, merci beaucoup. C'est notre coordinateur de formation. Voilà, c'est le coordinateur, il organise tout, il coordonne les choses et voilà, donc Et voilà. c'est lui qui fait les notations. Eh oui. Voilà. Bonjour à tous. Quelle notation? Le professeur. Mais c'est pas lui qui interroge, comment c'est lui qui fait les notations? Les bilans. J'écoute Ah, et je peux d'accord, lire. ok. Avec Alza. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre cours et c'est parti pour le 16 mai. Mais l'exercice est à rendre bien avant, comme on le fait. L'exercice est à rendre alors le mardi avant le 16. Ça C'est sera quelle date? le 9 mai. Le 9 mai. Pour mardi 9 mai. On vous remet dans le document les dates et le mail, mettez bien webinar.bc, c'est le mail de Diego justement. Donc comme c'est lui, notre coordinateur, mettez-le bien en copie, s'il vous plaît. OK. D'accord. Merci beaucoup pour l'effort. Merci. À bientôt. Bon travail et dans 15 jours. Merci. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Bye.